Bonsoir à tous. Déjà, un grand merci à l'association des psychomotriciens du Finistère, AP29, qui m'a fait venir. Je suis très heureuse d'être parmi vous, parce que je vais vous parler de deux sujets. On ne va pas parler que de la motricité libre. Et je vais vous parler de deux sujets qui, moi, personnellement, me fascinent. Alors, j'espère que ça va vous fasciner tout autant. Et je dirais même plus que ça me fascine, je dirais même que ça me bouleverse. Voilà. Donc j'espère que ça vous touchera comme moi ça peut me toucher, ce que je vais vous raconter ce soir. Alors, l'idée, c'est effectivement, je vais mettre deux thèmes en lien. Ces deux thèmes-là, on n'a pas l'habitude, comme ça, de les mettre en lien. Et à vue de nez, au début, vous allez peut-être vous dire, mais où est le rapport? Et puis vous allez voir que ça va se tisser tout doucement, au fur et à mesure. Alors déjà, juste peut-être un petit sondage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de psychomotriciens. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi kinés, infirmiers, c'est ça? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas du tout dans le domaine de la petite enfance? Ok, j'ai que des professionnels de santé. Moi, je n'ai pas demandé agrément d'instrumental. D'accord, ok, super. D'accord. Un petit sondage sur les deux thèmes que je vais aborder. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent la motricité libre ou qui en ont entendu parler? Ok, donc une très très large majorité. D'accord, ok. Alors, pour qu'on soit tous d'accord, je vais commencer juste à définir la motricité libre, après j'en reparlerai. La motricité libre, c'est un des piliers éducatifs de la théorie d'Amy Pickler, la théorie éducative d'Amy Pickler. Amy Pickler, c'est une pédiatre qui a mis en lumière l'importance de laisser le bébé se mouvoir librement, sans que l'adulte ne cherche à lui enseigner quelque mouvement que ce soit. Ça, c'est une définition de la motricité libre. Comme ça, on part tous sur la même base, et on est tous ok sur... Enfin, je pense que c'est clair pour tout le monde, ceux qui connaissent déjà. C'est vraiment cette idée, chez Pickler, de laisser un champ d'exploration maximum possible au bébé, dans l'exploration du mouvement. Alors après, je vais revenir là-dessus, bien sûr. Je vais parler ce soir de motricité libre, que je vais mettre en lien avec un deuxième thème. Et là, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui connaissent ce deuxième thème, c'est la morphogénèse. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la morphogénèse? Alors, beaucoup moins, ouais, ok. C'est très bien, parce que comme ça, vous allez apprendre des choses. Si vous arrivez, vous connaissez déjà tout ça, ça ne sert à rien. Donc tant mieux si vous ne connaissez pas la morphogénèse. Donc pareil, je vais vous expliquer là brièvement ce que c'est, et puis après, je vais vraiment venir détailler. Morphogénèse, c'est un terme qui vient du grec. Morpho, ça vient de morphé, ça signifie la forme. La forme, la structure. Okay. Genèse, c'est l'origine, c'est la formation. Donc morphogénèse, tout simplement, c'est la genèse de la forme. Okay. La morphogénèse, en fait, c'est une discipline qui étudie la forme, la structure d'une espèce vivante. Les formes dans le vivant ne sont pas du tout le fruit du hasard. Je ne sais pas si vous êtes déjà émerveillé, j'imagine que oui, devant un arbre que vous avez trouvé peut-être magnifique, devant un petit papillon sur lequel vous avez peut-être vu des détails absolument incroyables. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Je vais vous montrer un exemple tout à fait incroyable. Vous savez ce que c'est? C'est un chou romanesco. Le chou romanesco, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui a une forme, une structure extrêmement détaillée. Si vous regardez bien, on ne va pas très bien avec le laser, mais vous voyez, ouais, ok. Vous voyez, ces toutes petites parties du chou romanesco, n'est-ce pas? Elles sont à l'image des plus grosses parties, qui sont elles-mêmes à l'image de l'ensemble du chou romanesco. C'est ce qu'on appelle une forme fractale, en fait.
C'est-à-dire que les toutes petites parties sont une reproduction de l'ensemble de la grande partie. Si vous regardez bien, vous avez vu à quel point c'est bien dessiné. C'est pas photoshopé, hein. Vous voyez toutes ces spirales, comment ça s'aligne, hein, tous ces petits sommets-là, comment tout ça s'est disposé. Et bien ça, c'est pas du tout le fruit du hasard, hein. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc l'idée, en fait, ce soir, vous pouvez peut-être ça se trouve vous demander, mais où est le rapport entre une pédiatre qui a parlé de motricité libre et un chou romanesco, hein? C'est vrai que comme ça, à vue de nez, on peut se dire, mais où est le rapport? Eh bien, a priori, même si le lien ne semble pas évident, vous verrez que ça va être clair pour vous. Parce que la motricité libre s'intéresse à l'être humain. L'être humain fait partie du monde du vivant. Et la morphogénèse s'intéresse aux structures du vivant, aux formes du vivant. Et c'est comme ça que ce lien va se tisser au fur et à mesure là, de cette conférence. Dans un premier temps, je vais commencer par détailler l'esprit, la philosophie, mais aussi la pratique en vous donnant des cas concrets par rapport à la motricité libre. Donc je vais vraiment vous détailler ça, vous parler de ça. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de la morphogénèse, donc, et plus particulièrement des structures en spirale, hein, parce que c'est ça surtout qui va nous intéresser pour comprendre comment ça s'articule avec le développement psychomoteur du bébé. Et puis évidemment, on va garder peut-être 20-30 minutes à la fin, et je vous invite à poser des questions à la fin, à réagir, à donner votre avis, à échanger. Voilà comment on va faire, hein. Alors déjà, la motricité libre, je vais vous donner un petit peu le contexte historique, hein. Amy Pichler, c'est une pédiatre, enfin c'était parce qu'elle est décédée en 1984, elle est née en 1902, elle est née en Autriche, et puis dans le contexte de l'époque, de la guerre, etc., elle a immigré à Budapest, donc en Hongrie. Et Amy Pichler, en fait, elle a fait sa thèse, quand elle était étudiante en médecine, elle a fait en fait sa thèse sur le développement moteur de l'enfant au cours des 3 premières années de la vie. Et pendant ces stages, en fait, elle a fait des observations sur des enfants en milieu hospitalier. Et elle remarque que l'enfant va être pleinement acteur de son développement moteur si son environnement et si l'accompagnement des adultes lui permettent de faire ses propres expériences corporelles. Voilà de quoi elle est partie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Ça veut dire que le petit enfant peut franchir toutes les étapes de la position sur le dos à la marche assurée, à sa manière, à son rythme. En fait, elle observe du coup qu'il n'y a pas besoin d'un apprentissage conduit par l'adulte, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement. Elle observe aussi que le fait qu'il y ait cette liberté de mouvement, qu'on laisse cette liberté de mouvement à l'enfant, eh bien, ça lui assure une aisance corporelle qui est étonnante. Et ça lui assure aussi des compétences remarquables pour éviter des risques, pour évaluer des dangers corporels. Alors, j'ai une petite anecdote à ce propos que je trouve très intéressante. Je vais vous poser une colle. Amy Pichler, pendant ses stages, elle remarque que les enfants qui viennent aux urgences suite à une fracture sont beaucoup plus souvent issus de milieux favorisés. Elle remarque en revanche que les enfants issus de milieux ouvriers arrivent beaucoup moins aux urgences pour des causes de fracture. À votre avis, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? On les surprotège. Exactement. C'est exactement ça. Et ça a été le point de départ, ça a été le déclic pour Amy Pichler par rapport à la motricité libre. En fait, effectivement, dans les familles aisées, les jeux des enfants étaient beaucoup plus cadrés. On demandait beaucoup plus aux enfants de faire attention, etc., etc. Ils avaient beaucoup moins de latitude pour expérimenter.
Les enfants issus de milieux ouvriers avaient beaucoup plus le loisir de jouer dans la rue avec les autres, d'expérimenter, etc. Et du coup d'expérimenter leurs propres capacités et aussi leurs limites. Et donc, ils développaient plus d'aisance et ils développaient une meilleure appréhension des situations corporelles dangereuses. D'où le fait qu'ils venaient moins souvent pour des problèmes de fracture. Donc, c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille, à Amy Pickler. Ça a été ça, des points de départ de la motricité libre. Alors, par la suite, dans les années 50, Amy Pickler, elle devient responsable d'une pouponnière rue Logzi, à Budapest. Alors, je vous donne le nom de la rue, ça peut paraître très anecdotique comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que souvent, vous allez entendre le mot motricité libre associé à Pickler-Logzi. En France, il existe une association qui s'appelle l'association Pickler-Logzi, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez. Pickler pour le nom de cette pédiatre, Logzi, en fait, c'est tout simplement le nom de la rue dans laquelle il y avait cette pouponnière, dans laquelle elle exerçait. Amy Pickler, elle va mettre en place un gigantesque travail méthodologique sur plus de 700 enfants qui vont être accompagnés par du personnel compétent selon les principes de la motricité libre. À l'époque, donc les personnes qui accompagnaient ces enfants, alors ils les appelaient, dans les textes que j'ai lus, ils les appelaient les nurses. Alors j'imagine, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que ces fameuses nurses qui étaient formées au principe de la motricité libre devaient être l'équivalent aujourd'hui de puéricultrices, d'éducatrices de jeunes enfants. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Si ça vous intéresse, il y a Bernard Martineau qui a fait toute une série documentaire comme ça dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, je pense 80. Ça s'appelle « Le bébé est une personne », c'est très intéressant. Et Bernard Martineau s'est déplacé, donc rue Logzi, et il a observé comment ça se passait là-bas. Et il a écrit un livre qui est très facile à lire, qui se lit comme un roman. Et dans ce livre, en fait, il raconte l'évolution, l'histoire de certains enfants qui étaient donc placés dans cette pouponnière et qui ont bénéficié de motricité libre. Ce livre, il s'appelle « Les enfants de la colline des roses ». Il est très très facile à lire. Ça se lit vraiment comme un roman. C'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas que pour les professionnels de la santé. Alors, pour rentrer là, vraiment un peu plus dans le cœur de la motricité libre, il va y avoir une chose qui va être très très importante pour Amy Pickler et qu'elle va développer. C'est l'importance chez le tout petit des mouvements désorganisés, qu'on peut appeler aussi les mouvements involontaires. On peut avoir l'impression, en voyant un bébé qui est au sol, voilà, allongé sur le dos, peut-être qu'il s'ennuie, qu'il ne fait rien, qu'il ne se passe rien, surtout s'il n'y a pas de jouet autour de lui. En fait, c'est loin d'être le cas. Il se passe plein de choses incroyables, en fait, à ce moment-là, et très très complexes. Le bébé fait tout un tas de mouvements involontaires qui sont souvent des décharges toniques, donc il ne maîtrise pas ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est très complexe, parce qu'il va y avoir un bras qui bouge, il va y avoir une jambe qui bouge, il va y avoir une main qui va passer devant les yeux, comme ça. Et en fait, pendant qu'il fait tous ces mouvements-là, le bébé, il observe, il ressent, il analyse, il enregistre des données qui vont lui permettre par la suite, plus tard, d'agir, mais cette fois-ci volontairement. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple d'un bébé qui est sur le dos. Okay. Et puis il y a un objet à côté de lui. Il est allongé sur le dos, et grâce à ces mouvements désorganisés qu'il ne maîtrise pas du tout, on est bien d'accord, il est tout petit, grâce à ces mouvements involontaires, d'une manière hasardeuse, il va voir sa main passer devant ses yeux. Et puis, d'une manière tout à fait involontaire aussi, sa tête va se tourner et puis ses yeux vont se poser sur l'objet qui est à côté de lui. Et puis, pareil, une autre expérience complètement aléatoire, grâce à ces mouvements désorganisés, sa main, peut-être un jour, va frôler l'objet. Et petit à petit,
il y a une relation qui va se construire comme ça, entre mon œil, enfin l'œil du bébé, l'objet et la main. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer ce qu'on appelle de la coordination oculo-manuelle. Un jour, à force de faire tous ces mouvements qui sont des expériences aléatoires, il y a quelque chose qui va se tisser et ce bébé va faire le lien de « Ok, je vois cet objet, j'ai envie de le toucher, je peux l'attraper avec ma main. » Donc, en conclusion, le mouvement désorganisé et involontaire devient un mouvement volontaire avec un but visé. Ça, c'est possible au préalable si l'enfant a pu faire tout un tas d'expériences hasardeuses, aléatoires. Ok ? Alors évidemment, si la motricité de l'enfant est entravée à cause d'un transat, à cause d'un COSI, etc., toutes ces expériences, du coup, vont être fortement limitées, n'est-ce pas? C'est pourquoi en motricité libre, on propose d'éviter au maximum ce type de matériel de puériculture qui empêche l'expérience motrice. Ok? Alors, évidemment, c'est pas la peine d'être extrémiste non plus, parce que des fois, je vois des gens qui sont très puristes, très extrêmes de la motricité libre. On ne peut pas forcément faire de motricité libre H24. Par exemple, un enfant qu'on va mettre en transat 15 ou 20 minutes par jour, le temps que sa maman ou son papa prennent sa douche, c'est pas grave. L'idée en motricité libre, c'est qu'il ne soit pas coincé toute la journée dans son transat. D'accord? Alors, je tiens à le dire, parce qu'il y a des personnes qui sont très très puristes et qui ont l'impression d'avoir tout raté parce que le bébé a été 20 minutes dans un transat. Alors, c'est pas la fin du monde si ça arrive. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment de laisser un champ d'exploration maximum possible. Donc, alors, un autre point qui est très important, en motricité libre, attention à absolument sécuriser l'espace. Évidemment, on ne peut pas du tout faire de motricité libre s'il y a un escalier, des objets dangereux, une pente qui tombe à pic. Ah ben non, là, évidemment, on ne peut pas laisser le bébé bouger librement. On est d'accord? Alors pareil, tout à l'heure j'évoquais l'histoire des jouets autour de l'enfant. C'est pas forcément intéressant de laisser des jouets autour d'un enfant, notamment avant 3 mois. Alors pourquoi? Le bébé, il a besoin avant tout de prendre contact avec lui, avec son corps, avec son ressenti à lui. Il n'a pas besoin d'être forcément happé sans arrêt par des stimuli externes qui déjà peuvent le fatiguer. Et c'est quelque chose qu'on va voir souvent, des bébés qui sont trop stimulés, qui vont s'énerver. Et puis, comme je vous le disais, il a vraiment besoin surtout de se contacter, d'entrer en contact avec lui. Moi, je dis souvent que le premier jouet d'un enfant, ça devrait être ses pieds ou ses mains. De cette manière-là, il va pouvoir construire des bases de ce qu'on appelle le schéma corporel. Donc le schéma corporel, c'est la connaissance des différentes parties du corps et des relations qu'elles entretiennent entre elles. Donc, il y a vraiment cette idée aussi qu'il puisse se recentrer sur lui. Alors, vous savez, on voit des beaux bébés comme ça, nouveau-nés, dans des maternités, dans des beaux berceaux avec plein de doudous de naissance, comme ça, autour d'eux. Bon, en fait, ce qu'il a besoin à cet âge-là, surtout, c'est de contact physique, de contact peau à peau, de contact aimant. Je pense que rationnellement, vous voyez, tous ces jouets de naissance qui font du bruit, tous ces doudous, etc., bon, finalement, ça engraisse bien les professionnels, les industriels de la puériculture. Après, l'intérêt pour le bébé, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il est. Vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est ce mot d'adultomorphisme. L'anthropomorphisme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce que fait Jean de La Fontaine dans ses fables. Il prête aux animaux
des caractéristiques de l'homme. Anthropo, c'est l'homme. Hein. Donc l'anthropomorphisme, c'est ce qu'il fait, hein, La Fontaine. C'est-à-dire qu'il va, dans ses fables, prêter des caractères humains, comme ça, à des animaux. Ben, l'adultomorphisme, quelque part, on pourrait dire que c'est prêter quelque chose qui appartient à l'adulte au bébé. Alors qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, si on n'a rien à faire, on est tellement... Aujourd'hui, on est soi-disant des homo sapiens sapiens, je pense qu'on est plutôt devenus des homo technologicus, finalement. Hein, on est tout le temps avec le Facebook, la tablette, le machin, etc. etc. Hein, on est très envahis, finalement, par ça. Donc peut-être que nous, dans notre tête d'adulte, on se dit « Ah ouais, moi, si je suis allongée sur le sol et que j'ai rien à faire, je vais m'embêter. » Mais en fait, chez le tout petit, tout ce qui se passe à ce moment-là, toutes ces explorations qui sont complètement aléatoires, hasardeuses, comme je vous le disais, elles vont vraiment lui servir pour la suite. Un autre point qui est fondamental en motricité libre, c'est l'idée de respecter le rythme de l'enfant. Comme vous le savez, l'enfant il va être amené à traverser différentes étapes dans son développement psychomoteur, qui l'amèneront progressivement jusqu'à la marche. Alors, en psychomotricité, on parle de niveau d'évolution motrice. Ces niveaux d'évolution motrice, classiquement, je ne vais pas forcément trop les détailler, mais c'est le fait de se retourner du dos au ventre, du ventre au dos. C'est le ramper, c'est la position assise, c'est le quatre pattes. Hein. Et puis, plus tard, la marche avec appui, la marche autonome. Alors, il y a un vrai boom, hein, il y a une vraie explosion dans le développement psychomoteur de 0 à 1 an, puis ça s'enrichit beaucoup, hein, jusqu'à 3 ans. Et puis on a tendance à l'oublier, mais ça continue toute la vie. On continue à se développer d'un point de vue psychomoteur jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Si vous expérimentez une nouvelle danse, un nouveau sport, etc., vous allez créer des nouvelles connexions, vous allez créer des nouveaux apprentissages, et vous continuez à développer votre psychomotricité. Alors, en tout cas, pour revenir vraiment au tout petit, c'est vrai que cette évolution va être très riche, très forte, hein, à peu près de 0 à 1 an, c'est de là à peu près. Et ce qui est vraiment important, c'est que cette évolution-là, elle est programmée génétiquement. Alors, l'aspect génétique, en fait, il ne fait pas tout. Hein. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme l'environnement. Hein. La place de l'enfant dans la fratrie, c'est pas pareil s'il a 5 frères et sœurs que si c'est le premier et enfant unique, par exemple. Hein. Il y a des aspects culturels, vous savez, il y a dans certaines cultures, par exemple, on n'a pas le droit de toucher la tête des bébés. Hein. C'est le cas dans certaines cultures asiatiques, du Vietnam par exemple. Donc vous imaginez bien qu'en fonction de la façon dont on touche les enfants, hein, il y a toute cette dynamique culturelle aussi qui rentre en ligne de compte. Donc l'aspect génétique, il ne fait pas tout. Par contre, on ne peut pas nier, hein, qu'il y a des facteurs génétiques. Et en tout cas, voilà, l'enfant, il est programmé génétiquement pour passer par ces niveaux d'évolution motrice. Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre ça à un bébé qui va bien. Hein. Alors, en cas de handicap, c'est différent. Bon, et encore. Et j'en parlerai après. Hein, je dirai un petit mot là-dessus après. Alors, s'il n'y a pas de problème, si notre bébé va bien, hein, il n'y a pas besoin de le pousser vers l'étape d'après, hein, puisque finalement, ça va faire que entraver le déroulement naturel des choses. On va prendre un exemple concret. Prenons l'exemple d'un enfant qui expérimente le ramper. Hein, donc il est au sol, il commence à apprendre à ramper. Le ramper, c'est un art d'une complexité incroyable. C'est un art qui va évoluer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous regardez les enfants qui font leur premier essai de ramper, très souvent, on va voir que le haut du corps vient tracter le bas du corps. Vous avez déjà vu ça, hein? Donc le haut va venir faire avancer le bas. Je dis que c'est tout un art, puisqu'après ça va se complexifier. Au bout d'un moment,
vous allez voir le bébé qui va se servir de son bras gauche et de sa jambe gauche pour avancer. Et puis, ça va être le côté droit qui va venir avancer. Ok, donc là, c'est encore une autre façon de ramper. Hein. Et puis après, tout ça, ça va se complexifier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va apprendre quelque chose de beaucoup plus complexe, il va expérimenter quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'il va venir, quand il rampe, avancer son bras gauche ainsi que sa jambe droite, et puis après, ça va être l'inverse. Ça va être le bras droit et la jambe gauche qui vont avancer. Donc à ce moment-là, on dit qu'il controlatéralise. Controlatéraliser, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui se croise. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est tout un art, hein, parce qu'à l'intérieur du ramper, c'est pas juste se déplacer au sol. En fait, si vous observez vraiment ce qui se passe, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à l'intérieur du ramper, il y a toute une évolution à l'intérieur de ça. Et ce dernier moment-là, hein, de controlatéralité, il est hyper important, parce qu'il va préparer plein de choses. Et entre autres, il va préparer la marche. Alors pourquoi ? Parce que la marche, tout simplement, c'est une controlatéralité. Alors, on n'y fait pas attention, forcément, mais à chaque fois que vous marchez, regardez sur moi, qu'est-ce qui se passe ? Le bras fait un mouvement naturel de balancier, c'est-à-dire que quand ma jambe gauche s'avance, naturellement, mon bras droit s'avance. Vous le faites tous. Vous regardez les gens qui marchent dans la rue, vous verrez toujours ça. Si vous regardez des coureurs, des marathoniens, etc., enfin, des gens qui courent vite, quand on fait un arrêt sur image, on voit vraiment cette position-là. D'accord ? Donc, la marche, c'est quoi ? C'est de la controlatéralité, en fait. D'où l'importance d'aller chercher ça, cette controlatéralité. En fait, il y a quelque chose de très élaboré dans la marche des bipèdes. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire une torsion entre notre ceinture scapulaire et notre ceinture pelvienne. C'est un ensemble, la marche, c'est ça. C'est des torsions en permanence des ceintures pelviennes et des ceintures scapulaires. Donc ça, c'est de la controlatéralité, en fait. Et le bébé, il va trouver ça déjà soit dans le rampé, là j'ai pris l'exemple du rampé, mais on aurait pu faire pareil pour le quatre pattes. La controlatéralité, si elle n'est pas trouvée dans le rampé, elle va peut-être se trouver un moment dans le quatre pattes. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que le fait d'intervenir dans le développement psychomoteur de l'enfant peut venir entraver le bon déroulé des choses, eh bien, prenons le cas d'un bébé qui est en train d'expérimenter le rampé. Donc il commence, le haut tracte le bas, et puis au bout d'un moment, ça va s'élaborer un peu plus, et puis ça va être le côté droit qui va avancer, et puis le côté gauche qui va avancer. Okay ? Donc il rentre comme ça. Puis à ce moment-là, on se dit, oh ben, ça y est, il a déjà assez rampé, il a passé beaucoup de temps, puis on s'inquiète un peu, parce qu'il a déjà plusieurs mois, alors on est pressé qu'il passe à l'étape d'après, parce qu'on a envie qu'il apprenne tout un tas de choses. Mais attendez, imaginez une chose, imaginez qu'il est en train de ramper, donc que le côté droit. Alors dans le jargon psychomote, on appelle ça en fait homolatéral. Voilà. Il est en train de ramper en homolatéral, c'est-à-dire côté gauche et côté droit, et il était sur le point de trouver la controlatéralité. Et à ce moment-là, on lui dit, ah ben non, c'est plus le moment, hop, maintenant tu t'assois, ou maintenant tu passes au quatre pattes. Quel dommage, quel dommage. C'est vraiment le privé d'aller trouver cette controlatéralité, finalement. Un autre exemple que je trouve très parlant, c'est celui de la marche. Alors, on a tendance, tous, à faire ça. C'est-à-dire que le bébé qui apprend à marcher, ou souvent on veut lui apprendre à marcher, ça va être de le tenir. Vous savez, on voit souvent ça, l'enfant qui marche et puis le parent qui le tient comme ça. Imaginez que vous êtes dans la rue et que vous devez marcher comme ça. Un peu bizarre quand même, avec des œillères. Ben, c'est ce qui se passe en fait. Quand on apprend à un enfant, à un tout petit, à marcher avec les bras comme ça, ben, la moitié de son champ de vision est complètement coupée. Pareil, au niveau de l'axe corporel, comment est-ce qu'il peut trouver son axe avec les deux bras comme ça au-dessus de la tête? Comment c'est possible?
La marche, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement investi par les parents. Il y a énormément d'angoisse autour de ça. Le nombre de parents que je vois qui sont affolés parce que leur enfant à 12 mois ne marche pas. En fait, la marche, symboliquement, c'est quelque chose de très particulier. On est les seuls animaux, puisqu'on est des animaux, à être bipèdes. Il y a certains grands singes qui connaissent la bipédie, certains, c'est assez rare, c'est pas forcément toujours leur mode de déplacement privilégié. La bipédie, c'est le propre de l'homme. Donc quelque part, quand un petit enfant commence à marcher, il s'inscrit dans sa lignée, il s'inscrit dans la lignée des êtres humains. Et quelque part, symboliquement, ça c'est très fort. C'est vraiment la signature que ça y est, il s'inscrit dans cette grande épopée de l'humanité, quelque part. On a l'assurance, lorsqu'il marche, qu'il n'est pas juste un petit animal. Okay ? Les gens, c'est pour ça qu'il y a autant de pression sur cette histoire autour de la marche. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment de s'assurer que l'enfant s'inscrive dans la lignée des humains. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, les enfants ont besoin de répéter inlassablement les mêmes postures, les mêmes mouvements, les mêmes trajets, dans le but de se les approprier. Et de cette manière-là, ils construisent leur coordination, leur schéma corporel et encore tout un tas de choses. Vous savez que les ouvrages de puériculture indiquent des âges assez précis. La marche à 12 mois, la station à 6 à 9 mois, etc. etc. Vous savez que c'est beaucoup plus souple que ça, en fait. Et j'irai même beaucoup plus loin. Plus un enfant va passer du temps au sol, plus il va s'entraîner à repousser le sol. Vous voyez quand les bébés sont sur le sol et qu'à certains moments, ils vont venir repousser pour s'asseoir, pour expérimenter des choses. À chaque fois qu'ils font ça, ils luttent contre la gravité. C'est ce que je suis en train de faire tout de suite là. Je suis debout, donc je suis en train de lutter contre la gravité. Et ça, on le fait toute la journée. Plus un enfant passe du temps au sol, donc tout ça pour vous dire que s'il apprend à lutter contre la gravité, ça va drôlement lui servir pour plus tard. Plus un enfant passe du temps au sol, plus il va pouvoir jouer avec le poids de son corps sur le sol. Et quand je marche, c'est ça que je fais. Je perds complètement l'équilibre, je retrouve mon équilibre, je le repère, je le retrouve, et ça se fait complètement naturellement. Et ça peut se faire parce qu'il y a eu suffisamment de temps au sol pour expérimenter, pour jouer avec ces notions-là, avec ces notions de poids, avec ces notions de repousser. Donc, plus l'enfant passe du temps au sol, finalement, plus il va pouvoir mobiliser en lui tout un tas de structures, tout un tas de chaînes de mouvements sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer plus tard. Donc, aucun besoin de se presser, bien au contraire. Tout le temps que l'enfant passe au sol, c'est un gain pour la suite. Alors, d'un point de vue vraiment purement biomécanique, la colonne vertébrale, un tout petit, c'est une grande syphose au démarrage. Et puis, il y a des courbes qui vont s'acquérir. Donc, les lordoses, donc ce qu'on appelle lordoses, les zones de creux au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, et puis au niveau des dorsales, cette syphose qui est là. Donc la colonne vertébrale, en fait, est en forme de S. Tout ça, ça va se mettre en place progressivement, et on va vraiment voir ces courbes chez l'enfant, cette colonne vertébrale en forme de S, à partir de l'âge de 18 mois. Donc, moi, c'est mon avis. Après, je sais que d'autres n'ont pas cet avis-là. Pour moi, 18 mois, c'est donc l'âge idéal de la marche. La colonne est parfaitement prête, à ce moment-là, à supporter la marche. Je reviens sur la notion d'enfant handicapé. Donc là, je suis en train de parler surtout de l'enfant qui n'a pas de problème particulier. Évidemment, la motricité libre n'interdit pas, en cas de handicap, de retard, etc.,
de venir aider l'enfant. Donc il ne s'agit pas de dire ok, je fais de la motricité libre, voilà, on prend ni les précautions du kiné, ni de l'ostéo, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Évidemment, il y a certains enfants qui vont avoir besoin d'être stimulés à un moment, qui vont avoir besoin d'aide. Et là, effectivement, c'est un professionnel de santé compétent qui va pouvoir agir. Par contre, attention, on va quand même retrouver la même logique de la motricité libre, dans le sens où prenez un enfant qui a un retard et qui ne s'assoit toujours pas à l'âge de, je sais pas, 1 an, 14 mois, par exemple. Okay, c'est pas parce que vous allez l'asseoir qu'il va apprendre à s'asseoir. C'est pas du tout parce qu'on l'assoit qu'il va savoir le faire. Ce dont il a besoin, c'est d'être guidé, d'être stimulé dans toutes les étapes intermédiaires. Ça veut dire se retourner sur le côté, ça veut dire trouver l'énergie suffisante pour repousser le sol et se verticaliser en station assise. Et c'est ça qui va lui permettre de trouver son autonomie. Donc là, évidemment, on va intervenir, mais toujours pas en faisant à sa place. Okay, alors, une autre notion que je trouve hyper importante, c'est que respecter le rythme de l'enfant, c'est lui donner l'occasion d'intégrer des notions de temps et des notions d'espace. On va prendre un exemple concret. Vous avez un bébé de 9 mois qui est allongé, et puis il est attiré par une balle qui est à côté de lui. Alors, à l'origine, il a un désir, il a une envie. Il a envie d'attraper cette balle. Donc, premièrement, il ressent quelque chose. Premièrement, il a une envie. Et puis, comme il a une envie, deuxièmement, il va rouler sur le côté. Et puis, troisièmement, il va repousser le sol. Et quatrièmement, il va s'asseoir. Et cinquièmement, il va prendre cette balle. Et sixièmement, il va jouer avec. Et au bout d'un moment, il va se lasser. Et il va arrêter. Dans cette séquence-là, notre bébé, il vit une suite d'organisations motrices avec un début, un milieu, une fin. Et ça, c'est hyper important. On est là, dans les bases de l'intégration du temps. Dans toutes nos actions, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Donc, par l'expérimentation libre, si on n'intervient pas, du coup, l'enfant, il va intégrer ces notions-là, les bases de ces notions-là. Par rapport aux notions spatiales, si on reprend l'exemple que j'ai cité, ce petit bébé qui a 9 mois et qui a envie d'attraper cette balle qui est à côté de lui. Au démarrage, il est sur le dos. Il expérimente donc le plan horizontal. Il est allongé dans ce plan-là, le plan de l'horizon. Il va se retourner pour attraper cette balle. Donc, il va passer sur la tranche. Donc, en termes anatomiques, on va dire qu'il est sur le plan sagittal. C'est le plan de la roue du vélo, le plan sagittal. Et puis, il va encore changer de plan parce qu'il va venir se verticaliser quand il va s'asseoir. La station assise, c'est une première verticalisation. Et donc, en fait, quand on le laisse expérimenter librement, sans intervention de l'adulte, sans entrave, il intègre non seulement le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'espace. Ce sont des premières expérimentations d'intégration de notions d'espace. Et ces notions-là, l'espace et le temps, elles sont fondamentales parce qu'elles signent une réalité dans laquelle nous vivons, tous. Et on en a besoin dans notre vie d'adulte, de savoir structurer le temps et de savoir structurer l'espace. C'est quand même drôlement utile. Et là, j'ai vraiment abordé pour moi, le point central de la motricité libre. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un des points les plus importants. Respecter le rythme d'un enfant, c'est soutenir sa confiance en lui et son estime de lui. Laisser l'enfant chercher par lui-même, y arriver par lui-même, c'est lui faire un vrai cadeau. Pourquoi ? Parce que c'est lui permettre de se sentir capable.
lui permettre de trouver son chemin et d'avoir la satisfaction d'y arriver seul, par lui-même. Et du coup, tout ça va lui permettre de se sentir compétent et va lui permettre de renforcer son sentiment de confiance en lui, son sentiment d'être capable. Vous savez, dans notre société, on accorde beaucoup d'importance à l'autonomie de l'enfant. Quand on dit qu'un enfant est autonome, c'est une valeur positive. On en a fait une valeur de l'autonomie. C'est vraiment devenu une valeur dans notre culture. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'autonomie se développe grâce à la confiance qu'on a en nos capacités. Plus on se sent capable, plus on ose faire. Imaginez quelques instants tout ce que vous oseriez faire de vos vies si vous vous sentiez pleinement capable. Et en même temps, ne pas arriver à faire quelque chose, c'est aussi hyper intéressant. Exemple. Ne pas arriver à faire quelque chose, c'est... En motricité libre, l'adulte ne devance pas l'enfant. Il ne va pas chercher à faire à sa place, du coup, il l'autorise à ne pas y arriver. Je vais vous donner un exemple concret. L'enfant veut attraper un objet devant lui. Il ne sait pas encore ramper. Il ne va pas y arriver. Ok ? Alors évidemment, vous allez voir des bébés qui vont s'énerver, etc. Et puis là, bien sûr, vous pouvez l'aider. S'il s'énerve, se met à crier, etc. Mais à la base, ce n'est pas vous qui devancez. Parce qu'il a demandé, il a crié, etc. Il s'est manifesté. S'il ne s'énerve pas, vous n'intervenez pas, vous n'aidez pas, c'est OK. Il passe à autre chose. Vous venez, à ce moment-là, de valider le fait que c'est OK de ne pas y arriver. Vous venez de valider à ce moment-là le fait que, OK, il n'y arrive pas, c'est pas le moment, c'est pas un drame, ça sera pour plus tard. Donc, autoriser un enfant à ne pas y arriver, c'est une démarche qui est intéressante dans un monde où on nous met la pression pour être toujours opérationnel sur tout. C'est intéressant d'autoriser à ne pas y arriver. Donc, vous voyez, il y a vraiment une dimension psychologique, philosophique aussi, j'ai envie de dire, dans cette approche-là. Alors, pour terminer sur la motricité libre, on a encore énormément de choses à dire, mais on va aussi parler de la morphogenèse, bien sûr. Le rôle de l'adulte, c'est quoi là-dedans, finalement, Parce que, finalement, le bébé est donc acteur de ce qui se passe en motricité libre. Donc, par là même, on est d'accord qu'il va être attentif à ses sensations, il va apprendre à se connaître, il va pouvoir repérer ses capacités et donc éviter des dangers. Alors, on pourrait se dire, mais la motricité libre, c'est simple, je sécurise l'espace, mon bébé, il bouge librement, et moi, je ne fais rien. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Vous savez, dans la pouponnière rue Loxy, ce qu'on demandait à ces fameuses nurses, ce qui était très très important, vraiment, c'était de verbaliser, de dire à l'enfant, de mettre des mots sur ce qu'il fait. Et tous ces enfants étaient accompagnés par la parole de l'adulte, mais aussi par le regard, aussi par la bienveillance, par la présence. Donc c'est ça qui va être hyper important aussi en motricité libre. C'est l'idée d'accompagner avec sa présence totale, avec son regard, les expériences singulières de cet enfant-là, d'accompagner son désir, de soutenir son envie d'exploration, et aussi grâce à la verbalisation. Alors, un exemple sur la verbalisation. Quelque chose de très classique. Un enfant se met dans une situation périlleuse. Et vous lui dites, attention, tu vas tomber. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? On n'est pas devant, jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas lire l'avenir. Qu'est-ce qu'on en sait qui va tomber? On ne sait pas. Et souvent, il tombe. Et de là, tu vois, je te l'avais bien dit. La prophétie autoréalisante. Vous avez déjà entendu ça?
Si à la place vous dites « j'ai peur que tu tombes », là vous assumez ce que vous ressentez. Vous parlez de vous. Et ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose. Dire « j'ai peur que tu tombes », ça n'a rien à voir avec « attention, tu vas tomber ». De quel droit on sait qu'il va tomber? C'est pas? Donc attention aux mots qu'on emploie. Autre exemple. Attention, tu vas te faire mal. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'il va se faire très mal, mais peut-être que pas du tout. On n'en sait rien. Hein? Par contre, dire à un enfant, prends soin de toi. Là, on est dans une injonction qui est claire et précise. Alors, évidemment, je précise, parce que des fois je tombe sur les extrémistes de la motricité libre. Alors, le but, c'est effectivement, si on dit non, 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 à chaque fois qu'un enfant veut expérimenter, toucher à quelque chose, ouais, forcément, il va avoir la trouille. Hein. Il y a des moments où c'est indispensable de dire non. Je le précise bien, la motricité libre, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Un enfant qui va pour traverser la rue n'importe comment comme ça, on ne réfléchit pas. Là, c'est le bon sens qui parle. C'est un non ferme et catégorique. On est bien d'accord. Hein. Donc, motricité libre ne rime pas avec on fait tout et n'importe quoi. D'accord? Oui, il y a des situations qui peuvent être très périlleuses, etc. Et à ce moment-là, le non, il est ferme et définitif. Et ce non sera beaucoup plus entendable, écoutable, si l'enfant a une marge de manœuvre importante dans son quotidien. À ce moment-là, ce non-là, quand vous lui donnerez, il pourra avoir un non. Ok? Une chose que je tiens à dire également, j'ai souvent des parents comme ça, à la fin de conférences ou de formations, qui viennent me voir. Oh là là, tout ce que vous avez dit, moi j'ai assis mon enfant, je l'ai fait marcher en le tenant par les bras, etc. Je pense qu'il y a assez de culpabilité comme ça chez les parents. Moi, mon but, c'est pas du tout d'en déclencher encore plus. Je pense qu'en fait, les enfants qui bénéficient de motricité libre, je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dessus, mais j'imagine que ça n'excède pas 1 ou 2% des enfants de la population française, c'est ce que j'imagine. Et les autres, c'est pas pour autant qu'ils vont mal. C'est pas parce que vos enfants n'ont pas bénéficié de ça qu'ils vont se retrouver nécessairement chez le psychomotricien. Okay. La motricité libre, il y a vraiment une dimension de prévention là-dedans. Il y a une dimension de faire un cadeau à l'enfant. C'est pas parce qu'on ne l'a pas fait que c'est la fin du monde. Okay. Je tiens à le dire, parce que des fois, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi chez les parents, qui peuvent s'inquiéter d'avoir mal fait, etc. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la motricité libre. Je vais devoir m'arrêter là, presque, parce qu'après, il y a tout un tas d'autres choses qu'on va voir sur la morphogénèse. Mais pour ouvrir un petit peu ce champ de réflexion, vous savez, il y a d'autres personnes qui sont connues, qui se sont intéressés, ils n'ont pas donné le thème de motricité libre, ils n'ont pas utilisé ce terme-là, mais néanmoins, ils se sont intéressés au concept de liberté de mouvement chez l'enfant. Vous en connaissez comme ça? Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Montessori, qui est connu. Rudolf Steiner, qui est un grand pédagogue, qui est un petit peu moins connu. Et puis, il y a une personne que je trouve hyper touchante, qui parle de ça, il y a beaucoup plus longtemps, au XVIIIe siècle. C'est un philosophe des Lumières. Je ne vais pas vous dire qui c'est, par contre, je vous le dirai après. Je vais vous lire un texte de cette personne, et vous allez voir à quel point ce que dit ce philosophe des Lumières est éminemment piclurien. Je ne vous dis pas qui c'est, peut-être que vous devinerez, mais en tout cas, je vous le dirai après. Alors, c'est un texte qui est issu d'un ouvrage, et je vais vous en lire une petite partie. L'enfant nouveau-né a besoin d'étendre et de mouvoir ses membres pour les tirer de l'engourdissement où, rassemblés en un peloton, ils sont restés si longtemps. Alors, j'aurais dû vous donner le contexte. À l'époque, on emmaillotait tout le temps les bébés. Je ne suis pas du tout contre l'emmaillotage, au contraire, je pense que ça peut être très intéressant à certains moments pour certains bébés qui ont besoin d'être conçus, d'être rassemblés. Là, le contexte, c'est, on est au XVIIIe siècle, les bébés sont sans cesse emmaillotés et ils ont la tête bloquée par ce qu'ils appelaient une tétière à l'époque.
Donc je reprends. On les étend, donc on étend les membres, il est vrai, mais on les empêche de se mouvoir. On assujettit la tête, même par des tétières. Il semble qu'on a peur qu'il n'ait l'air d'être en vie. L'inaction, la contrainte où l'on retient les membres d'un enfant ne peuvent que gêner la circulation des humeurs, empêcher l'enfant de se fortifier, de croître et altérer sa constitution. Dans les pays où l'on n'a point ces précautions extravagantes, les hommes sont tous grands, forts et bien proportionnés. Les pays où on emmaillote les enfants sont ceux qui fourmillent de bossus, de boiteux, de cagneux, de noués, de rachétiques, de gens contrefaits de toute espèce. De peur que les corps ne se déforment par des mouvements libres, on se hâte de les déformer en les mettant en presse. Une contrainte si cruelle pourrait-elle ne pas influer sur leur humeur ainsi que sur leur tempérament? Et là, écoutez bien, c'est très picleur. Leur premier sentiment est un sentiment de douleur et de peine. Ils ne trouvent qu'obstacle à tous les mouvements dont ils ont besoin. C'est hyper piclurien, en fait, ça. Hein? Plus malheureux qu'un criminel au fer, ils font de vains efforts. Ils s'irritent, ils crient. Leurs premières voix, dites-vous, sont des pleurs. Je le crois bien, vous les contrariez dès leur naissance. Vous savez qui c'est qui a écrit ça? C'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Donc vous voyez, déjà, au siècle des Lumières, c'est une réflexion qui était là, hein, qui était présente. Alors je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que ça montre que... Alors Émile Picler, oui, c'est super, elle était pédiatre, elle a beaucoup théorisé, etc. Mais il y a des gens avant hein, qui se sont posé cette question-là, Alors, ce que je voudrais vous transmettre, surtout aujourd'hui, c'est cette idée que le développement psychomoteur de l'enfant suit des lois naturelles. Des lois naturelles, c'est quoi? C'est simplement des lois qui sont inscrites au cœur même de la nature. Alors, ce qui est complètement logique, hein, puisque l'être humain fait partie du monde du vivant. On a complètement tendance à l'oublier, mais dans les classifications, hein, les végétaux, les champignons, les mammifères, nous, on est des animaux. Hein, et on fait partie du vivant. Alors, comme maintenant, on est des homo technologicus, un petit peu tendance à l'oublier. Hein. Alors, voilà pourquoi on va se pencher maintenant sur la morphogénèse. Et puis on va voir comment ça s'articule, morphogénèse et motricité libre. Et puis surtout, on va voir comment certaines structures fondamentales du vivant s'auto-organisent tout à fait naturellement. Vous vous rappelez de mon chou romanesco de tout à l'heure, hein? Vous savez qu'il y a des formes extrêmement précises hein, qu'on retrouve dans le vivant. Alors, je vais vous montrer quelques images, je vais vous en montrer deux. Et ces formes-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'elles ne sont pas du tout le fruit du hasard. Tu bouges la souris, je pense. Il faut juste rappuyer sur le vidéoprojecteur. Tu appuies sur le bouton power du vidéoprojecteur. Ah, c'est bon. Ouais, alors là... C'est sur le vidéoprojecteur. Oh, super, merci. Alors je vous disais, ces formes, elles ne sont pas du tout le fruit du hasard, et elles sont étonnamment bien structurées. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est dans l'autre sens en fait, Anita. Ah, c'est dans l'autre sens. Oui. Voilà, très bien. Alors,
on voit pas très bien avec le laser, mais vous voyez, chaque alvéole, là, c'est pareil, hein, c'est pas photoshopé. Vous avez vu le boulot? C'est hallucinant quand même. La nature crée ça. Et on n'intervient pas, hein, ça se fait tout seul. Hein. Vous imaginez tout ce travail, toutes ces alvéoles, c'est vraiment l'hexagone, c'est vraiment l'hexagone parfait. Hein. Regardons maintenant autre chose. Et c'est d'une précision millimétrée. Une tortue. Vous avez vu tout ce boulot là? Tout ce que vous voyez là, toutes ces formes, à quel point c'est dessiné, à quel point c'est précis. C'est quand même incroyable ce truc-là. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que dans la nature, il y a une précision aussi incroyable, digne d'un grand géomètre? Eh bien, en fait, si les choses sont structurées aussi précisément d'un point de vue géométrique, c'est parce que cela permet de faire des économies d'énergie. C'est la mode hein, en ce moment, en plus, n'est-ce pas? L'économie d'énergie. Eh bien, la nature, elle sait faire ça. Alors complètement naturellement, personne n'y a rien appris, hein, ça se fait tout seul. Dans le monde du vivant, cette économie d'énergie se fait naturellement, c'est une loi. Le moins d'efforts possible pour le plus de rendement, entre guillemets, possible. Si l'alvéole que vous avez vue avant a cette forme-là, c'est parce que l'hexagone, c'est la manière la plus rentable, la plus économique pour stocker du miel. Voilà pourquoi c'est comme ça. D'une manière générale, le monde du vivant s'organise naturellement, de façon intelligente, que ça concerne les alvéoles, les écailles de tortue, on peut donner plein d'exemples encore, et ça concerne aussi la forme que prend le développement psychomoteur de l'enfant. On y reviendra. Au fur et à mesure, le lien va se tisser. Parmi toutes ces structures géométriques, vous avez peut-être remarqué qu'il y en a une qu'on retrouve très fréquemment. Très très fréquemment. Et en fait, c'est l'étude de cette forme-là qui va nous permettre de comprendre plus en profondeur le développement psychomoteur de l'enfant. À votre avis, c'est quoi? La spirale. Exactement. Et on verra tout à l'heure que toutes les étapes du développement moteur de l'enfant, mises bout à bout, comme par hasard, ça crée une spirale. Et cela n'est pas du tout dû au hasard, comme les alvéoles et les écailles de tortue, mais ça répond à nouveau à cette fameuse loi d'économie d'énergie. Alors, des spirales, on va en retrouver aussi bien dans le macrocosme, l'infiniment petit, l'infiniment grand, pardon, que dans le microcosme. Pareil, je vais vous montrer quelques images. Alors, ça, moi, ça me touche beaucoup. C'est une galaxie. Il existe plusieurs formes dans les galaxies. La plupart des galaxies sont en forme de spirale. Il n'y a pas que ça. Il y a des galaxies qui sont en forme barrée aussi. Donc vous avez au centre le trou noir de la galaxie, et puis vous avez ce qu'on appelle des bras spiralés. Et au bout, vous avez, là où c'est un peu plus bleu, vous avez ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles. C'est joli, hein, ce terme, les pouponnières d'étoiles. Et voilà, c'est là où se font la naissance des étoiles. Donc vous voyez que tout ça, notre galaxie à nous, donc la Voie lactée, elle est en forme spirale. Ce n'est pas le cas de toutes les galaxies, mais il y en a quand même beaucoup de galaxies qui ont vraiment, et on voit, c'est super, on voit vraiment là bien cette forme-là spirale. Alors, regardez, on va passer complètement à autre chose. On voit super bien la spirale là aussi. Alors je pourrais vous en montrer plein comme ça. Alors non, c'est pas là. Regardez, la pomme de pin.
Alors c'est moins évident, puis l'image est un peu sombre. Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est de l'aloe vera. Hein, la plante d'aloe vera qui a plein de vertus. Hein. Vous avez vu comme c'est beau, comment ça se dispose comme ça? Quand même fou cette histoire. Hein. Ça se dispose d'une manière complètement naturelle et en spirale. Ah, ça c'est très beau aussi. Hein. On voit parfaitement la spirale également dans un coquillage. Le chou, vous vous rappelez que j'ai montré tout à l'heure. Et alors là, le must, l'ADN. Alors là, carrément, on a 2 spirales. Alors, et l'ADN, on y reviendra. Donc, tout ça pour vous dire que la spirale, c'est une forme qu'on va vraiment retrouver très fréquemment. Dans notre corps aussi, si vous laissez pousser vos ongles, au bout d'un moment, ça va se spiraler. C'est pareil, hein, les cornes d'un bouc, ça pousse, ça va faire de la spirale. Hein. Il y a énormément de choses qui sont structurées comme ça, selon ce principe-là. Pourquoi? La spirale, c'est la ligne de force la plus économe. C'est ce qu'il y a de plus économe. La spirale, elle permet de faire des économies de place et d'énergie. L'exemple le plus flagrant de ça, c'est là, l'ADN. Vous savez, dans une cellule, dans votre corps, si vous dépliez l'ADN, qui est enroulé en spirale, vous dépliez tout ça, à l'intérieur d'une cellule, vous allez obtenir 2 mètres d'ADN, si vous dépliez. Pour chaque kilo du corps, pour 1 kilo du corps, il y a 1 milliard de cellules. Faites le calcul. Si vous prenez votre corps en entier, vous avez en fait à l'intérieur de vous des milliards de kilomètres d'ADN. Si vous dépliez tout ça, en fait. Donc, toute notre information génétique, elle est pour ainsi dire pliée, ok, à l'intérieur de cette spirale. Et c'est ça qui permet une économie considérable de place. C'est ça qui fait qu'on ne se balade pas avec des milliards de kilomètres d'ADN comme ça. Hein. C'est parce qu'il y a cette structure en spirale, hein, qui permet donc une ligne de force, qui permet donc une économie de place, qui permet donc aussi un gain d'énergie. Et vous allez voir le lien tout à l'heure avec le développement psychomoteur de l'enfant. Alors, vous savez, ce qui est incroyable maintenant, c'est que cette spirale, en fait, cette forme spirale, elle est déterminée par un code mathématique. Un code secret, en quelque sorte, qui ne va pas rester très longtemps secret parce que je vais vous le montrer. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un mathématicien italien, qui était un grand génie du XIIIe siècle, du XIIe, XIIIe siècle, et il s'appelle Fibonacci. Alors, ça, c'est une suite arithmétique. Alors, regardez pas forcément le bas, intéressez-vous plutôt là à cette bande verte là. Hein. Est-ce que vous voyez une logique là-dedans? Il y en a une, hein, elle est toute bête. Hein. Regardez, 1 et 1 ça fait 2, hein. Jusque-là on est d'accord. Hein. 2 et 1 ça fait 3, 3 et 2 ça fait 5, 5 et 3 ça fait 8, 8 et 5, vous voyez? En fait, vous prenez le chiffre, regardez là, 21 et 13, ça fait 34, vous additionnez, vous prenez le chiffre, vous l'additionnez avec celui d'avant et vous avez celui d'après. C'est tout bête. Ok? C'est cette suite de chiffres-là
qui détermine les formes en spirale. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, rappelez-vous peut-être plutôt du début de la suite. 1, 2, 3, 5, 8, ça suffira. Hein? Regardez maintenant ce qui se passe. Cette suite, si on la met en forme, d'un point de vue géométrique, dans la 3D, hein, dans le monde tridimensionnel, vous allez voir ce qui se passe. Ok. Pour vous rappeler de la suite de tout à l'heure, que vous aviez vu là il y a quelques instants, ça faisait 1, 1, 2, 3, 5, 8. Donc sur cette feuille, on a dessiné un carré avec une unité de 1, vous voyez. Juste à côté, on a un carré avec une unité de 1. Vous voyez, le côté est égal à 1. Ça va pour tout le monde. Et puis, vous voyez, au-dessus, on a dessiné un carré qui est 2 fois plus grand. Là, on a pris 2 unités de 1, donc on a un carré de 2. Ça va, c'est clair. Vous me dites, hein, si c'est pas... C'est OK pour tout le monde. Et puis, on a le même principe. On a le 3 qui est là, le 5 et le 8. Donc ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez ce qui se passe. Je prends le début de la suite de Fibonacci. Je me mets... Est-ce que vous voyez avec le laser, on ne voit pas grand-chose. Hein. On va peut-être éteindre la lumière, juste quelques instants. Ça vous alors. Ouais. Oh. C'est pas mieux. Ouais, non, c'est pas mieux du tout. Désolée. Ok. Sinon, je vous le montre... Ah ouais, non, c'est bon. Alors, essayez de regarder quand même avec le laser. Vous voyez, si je pars en haut du carré, d'accord, je vais m'amuser à relier chaque carré en faisant des diagonales. Regardez ce qui se passe. Je traverse le carré de 1. Voilà, je vais en bas. Je retraverse celui de 1, je remonte. Je traverse celui de 2. Je traverse celui de 3. Je traverse celui de 5. Qu'est-ce que vous voyez une spirale. Ok. C'est pour ça que je vous disais, cette suite arithmétique que vous avez vue avant, c'est elle qui met en forme dans l'espace. C'est la structure de la spirale. Ok. Alors, vous allez voir que dans le corps humain, en fait, il y a énormément de choses qui sont structurées selon la suite de Fibonacci, selon ce principe de la spirale. Alors, quelques exemples, et pas que dans le corps humain. Hein. Alors, un des exemples, mais je peux vous en montrer plein. Alors, là, c'est pas le corps humain, c'est un escargot. Regardez. Spirale, Fibonacci, vous voyez, il y a tout qui rentre dans cette logique-là. C'est très simple, en fait. Hein. Regardez, le tournesol, pareil. Hein, vous allez avoir exactement le même genre de structure. Mais en fait, si vous regardez beaucoup de choses dans la nature, c'est ça que vous allez retrouver. Alors là, l'oreille humaine aussi, c'est très flagrant. On va retrouver exactement le même principe. Hein. Carré de 1, carré de 1, 2, 3, 5, 8, etc., etc., etc. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ouais. Donc, tout ça pour vous dire, la spirale, ça nous intéresse par rapport à l'enfant. Hein. Tout ça pour vous dire que derrière les structures en spirale, il y a un code logique. Il y a un code mathématique. Ok. Vous savez, les maths, ça préexiste dans le vivant. Hein. Nous, on n'a rien inventé hein, en tant qu'être humain avec les maths. Hein. Les mathématiques, c'est la structure du vivant. C'est dommage hein, qu'on en parle de manière aussi intéressante hein, pendant les études. C'est quelque chose qui est complètement fascinant, en fait. C'est vraiment un code qui permet de comprendre ce qu'il y a autour de nous. Si ça vous intéresse, je vous suggère un livre de Joël de René qui s'appelle « Les mathématiques sont dans la nature hein, », qui parle de ça. On n'a pas inventé grand-chose, hein, nous, avec les maths. Hein. On a juste mis en forme des choses qui existent. Vous savez, ce qui est étonnant aussi,
je vous propose de faire une petite expérience un jour comme ça, où vous baladez dans la nature et vous vous amusez à compter quand vous rencontrez des feuilles ou des fleurs. Amusez-vous à compter, par exemple, le nombre de pétales des fleurs. Il y a des très grandes chances que vous tombiez sur la suite de Fibonacci. 3 pétales, alors 1 ou 2, ça sera un peu étonnant, mais 3, 5, 8, etc. etc. Amusez-vous à le faire, vous allez voir. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, si on avait, c'est assez amusant. Et vous allez voir, vous allez très très souvent retomber sur ça. Pareil, dans le nombre de nervures des feuilles, idem. Alors, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Le corps humain, pareil. Prenez un bras, Fibonacci, le nombre d'os du bras. 1 ici, 2 là, 8, 5, 3. Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se structure d'une manière fondamentalement mathématique et fondamentalement intelligente. Que ça concerne le corps humain, que ça concerne tout ce qui est vivant autour de nous. Que ce soit vos animaux, vos plantes, les arbres de votre jardin, etc. etc. Et j'arrive à l'enfant. Alors, avant d'arriver à l'enfant, quand même, une dernière petite précision. Je voudrais revenir en arrière sur la suite de Fibonacci, parce que je vous avais proposé tout à l'heure de vous intéresser aux chiffres sans vous montrer ce qu'il y avait en dessous. Alors, voilà. Bien. On reprend cette suite arithmétique. Et si vous divisez, regardez, là il explique, si vous divisez le 5 par le 3, le 8 par le 5, le 13 par le 8, etc. Vous voyez ce qui se passe dans le résultat? On va se rapprocher très fortement de ce qu'on appelle le nombre d'or, le nombre phi. Et vous savez, le peintre Léonard de Vinci, vous connaissez cette image de cet homme comme ça, pris dans un cercle? En fait, il a énormément travaillé sur les proportions humaines, il a énormément travaillé là-dessus, sur le nombre d'or, le nombre phi. Donc c'est vraiment étonnant, parce que lorsqu'on divise à chaque fois là un chiffre par celui d'avant, on va de plus en plus se rapprocher du nombre d'or. Vous savez, les phalanges de vos doigts, si vous divisez la taille d'une de vos phalanges avec celle d'après, vous allez tomber sur quoi? Sur le nombre d'or. À nouveau. Quand même incroyable cette affaire. Hein? Et si vous prenez, vous vous rappelez de l'ADN, si vous prenez la longueur d'un brin d'ADN et que vous le divisez par sa largeur, et bien pareil, vous allez à nouveau retomber sur ce fameux nombre d'or, dit nombre phi. Donc à nouveau, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a une organisation d'une intelligence mathématique phénoménale. Et là, j'arrive à l'enfant. Quand vous regardez le développement psychomoteur d'un enfant d'une manière accélérée, ou bien d'une manière accélérée, qu'est-ce que vous allez voir? Tout le monde voit là, le poupon. Il est là. Donc je vais vite, ok? Il va passer sur le côté. Hop là, il va s'asseoir. 4 pattes, chevalier servant, et il se redresse. Qu'est-ce que vous venez de voir? Une spirale. Ok? Pourquoi? Parce que la spirale, c'est la ligne de force la plus économe. Quand un bébé tombe et qu'il s'organise tout seul pour se relever, parce qu'à nouveau, je le rappelle, la chute, ça fait partie de la marche. Il paraît qu'il faut à peu près 3000 chutes avant d'arriver à une marche coordonnée. Donc la chute, ça fait complètement partie de l'apprentissage de la marche. Souvent, les enfants pleurent parce qu'on fait des têtes pas possibles quand ils tombent. Ah, tu es tombé. Bon. Et souvent, c'est pour ça qu'ils pleurent, mais très souvent, ils se font pas mal. Alors après, évidemment, il faut toujours garder le bon sens. S'il tombe la tête la première sur des graviers, ben oui, il a mal. Mais très souvent, ce qui les fait pleurer, c'est plutôt de voir notre inquiétude à nous.
Alors, à chaque fois qu'il tombe, si vous regardez les enfants se relever, ben, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la spirale. Hein. À nouveau, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça que vous allez voir, hein, systématiquement. Donc, à chaque fois que l'enfant tombe dans cet apprentissage de la marche, génial. À chaque fois, il va vivre l'occasion de retraverser cette spirale. Hein. Donc, pour ça que, voilà, l'idée, c'est que s'il a pas mal, voilà, laissons-le expérimenter ce mouvement de la spirale, puisque c'est la ligne de force la plus économe. Hein. Donc, le corps humain, il va lui aussi naturellement hein, vers l'économie. Hein. Donc, c'est pas pour rien que ça se fait comme ça. Donc, il y a une intelligence, je parlais de l'intelligence naturelle, hein, de l'organisation du vivant, ben, dans le corps humain, c'est pareil. Il y a une intelligence naturelle qui est assez incroyable, en fait. Et puis, c'est logique, hein, puisque le corps humain va partir du monde vivant. Accompagner le développement psychomoteur de l'enfant, en fait, c'est faire confiance à ce mouvement de la spirale. Tout simplement. C'est faire confiance à ce mouvement de la spirale qui est vraiment un pilier des structures fondamentales du vivant. Un des piliers de l'organisation du monde vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter des quantités de choses, comme on le fait croire dans la publicité, etc., pour éveiller les enfants, ou leur apprendre des épreuves. Il y a juste besoin de présence et d'amour, en fait. Et ça ne s'achète pas. Donc, faites confiance à ce mouvement de la spirale. Une galaxie, une coquille d'escargot, elles ne réfléchissent pas pour se structurer ainsi. Il n'y a personne qui prend les bras de la galaxie pour tirer dessus pour qu'elle se forme comme ça. Ça se fait. Ça se fait tout seul. Et à nouveau, voilà le lien. Toutes les interventions de l'adulte, finalement, sur cette spirale qui se structure toute seule et qui est programmée génétiquement, eh bien, ça ne sert à rien. Sauf, évidemment, en cas de handicap, de retard, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que le développement psychomoteur, il est génétique. Il est, alors pas que génétique, mais il est en partie génétique, il est inscrit au cœur même de l'être humain. Et à nouveau, l'être humain, c'est un organisme vivant qui sait, lui aussi, trouver son chemin naturellement. Et comme on l'a vu, le fait de pousser l'enfant à l'étape d'après, pas forcément une bonne idée, ça peut même être contre-productif. Maintenant, je voudrais vous proposer qu'on fasse vraiment un zoom à l'intérieur du développement psychomoteur de l'enfant. Et on va à nouveau, je l'ai dit un peu tout à l'heure, à demi-mot, mais on va retrouver cette histoire de spirale. Encore une fois. Alors, on va zoomer sur la période du rampé. Bon, on pourrait prendre la période du quatre pattes aussi, hein, ça pourrait. Mais je vais parler plutôt du rampé parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, au début, vous vous rappelez, il y a l'histoire du rampé. En jargon psychomoteur, hein, on parle de schème homologue. Le schème homologue, c'est le haut, le bas. Hein, c'est quand l'enfant va tracter avec le haut du corps le bas de son corps. Donc, il y a le haut du corps qui avance et le bas du corps qui avance. Hein. On est ce qu'on appelle en schème homologue. En mode de fonctionnement, c'est le mot qu'on donne. Hein, on dit homologue quand c'est au bas. Pendant qu'il fait ça, l'enfant, il intègre des notions spatiales au bas du cou. Alors, ça va être drôlement utile hein, pour plus tard, hein, de savoir que en haut, c'est ici, de savoir que si je prends ce petit laser, le haut, c'est là, hein, c'est pas là. Enfin, vous voyez, hein, donc tout ça, ça va être important pour les intégrations futures. Mais ça paraît évident hein, quand on est adulte. Mais en fait, ces notions-là, on les intègre parce qu'on les a expérimentées. Hein. Et c'est ça qui va permettre, comme j'ai montré là, d'orienter des objets, mais c'est ça aussi qui va permettre, plus tard dans les apprentissages, d'orienter la forme des lettres, hein, par exemple.
voilà, par exemple, quand on apprend à écrire, hein, on s'est orienté aussi parce qu'on a expérimenté dans notre corps le sens spatial. Hein. Vous vous rappelez, dans le rampé, on a vu que l'enfant va bouger que le côté droit, que le côté gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la mise en mouvement de ce qu'on appelle le schème homolatéral, droite-gauche. Alors ça va être hyper important aussi, puisqu'à ce moment-là, le bébé, il intègre des premières notions de droite et de gauche dans son corps. Et puis ça va lui permettre plus tard à manipuler des notions de notre culture, par exemple. On écrit de gauche à droite, quoi. Hein. Donc c'est important d'intégrer tout ça à l'intérieur de son corps. Et puis on a vu qu'au bout d'un moment, ça va se transformer, que l'enfant va faire avancer sa main droite et en même temps son pied gauche, et que là, il contrôle-latéralise. Et bien, la contrôle-latéralité, si vous regardez bien, c'est quoi? C'est une spirale. À chaque fois que vous marchez, à chaque fois que votre bras va naturellement faire contrepoids, va naturellement faire balancier, si vous poussez ce mouvement jusqu'au bout, vous avez une spirale. Et donc, du coup, la marche, c'est comme l'ADN. C'est deux spirales. C'est spirale sur spirale, spirale sur spirale. On est sans arrêt dans les spirales quand on marche. On est sans arrêt en train d'activer ça. Alors, c'est sûr qu'on ne marche pas comme ça, hein, mais ce mouvement, il y a un vrai mouvement de torsion, hein, des ceintures scapulaires et pelviennes qui sont en fait une amorce de mouvements spiralés. Donc la marche, c'est ça, hein, c'est de l'ADN hein, quelque part, enfin c'est de l'ADN. Ça a vraiment cette forme-là, c'est spirale sur spirale, spirale sur spirale. Hein. On ne s'en rend pas forcément compte, hein, parce qu'on fait ça sans vraiment y réfléchir hein, toute la journée. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que chez l'enfant, finalement, si on brûle des étapes, si on le pousse à marcher alors que ce n'est pas le moment, si on le pousse à ramper, si on le pousse dans des expériences qu'il n'est pas prêt à vivre, il n'aura pas le temps d'intégrer tout ça. Ces histoires de spirale, ces histoires de contrôle-latéralité, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, hein, à un moment. En conclusion, si vous voulez faire un vrai cadeau aux enfants que vous accompagnez, ou à vos enfants, si vous voulez vraiment faire un cadeau pour accompagner le développement psychomoteur de l'enfant, voilà la clé. Fichez-lui attentivement la paix. Foutez-lui attentivement la paix. Lui ficher la paix, ça veut dire ici ne pas pousser à l'étape d'après, ne pas chercher à lui enseigner comment s'asseoir, comment marcher, etc. Le fait qu'il y arrive par lui-même, en plus, va lui permettre de développer sa confiance en lui, son estime de lui. Et on sait à quel point c'est important dans la vie d'avoir confiance en soi. On sait tout ce que ça permet comme expérience de vie. Et attention, quand je dis lui, foutre attentivement la paix, j'ai bien dit attentivement. Attentivement, ça veut dire que pour faire ces expériences motrices, il faut que l'espace soit sécurisé. Un enfant ne pourra pas explorer librement et tranquillement s'il y a des risques autour de lui. Donc, sécuriser pour expérimenter, voilà une grande règle. Lui foutre attentivement la paix, à nouveau, ce attentivement, c'est quoi? C'est ce regard bienveillant. C'est cette verbalisation bienveillante. Lui laisser faire ses expériences dans un cadre sécurisé, en étant juste présent à côté de l'enfant, et lui faire le cadeau de votre présence, ici et maintenant. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où on est juste présent. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on est tous très happés par le Facebook, les réseaux sociaux, les mails, ça sonne de partout, etc., etc. Quand est-ce qu'on prend le temps juste de se poser, de se ressentir, d'être là, de respirer?
de regarder ce qui est en face de nous, de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, en ce moment, il y a une mode de la méditation. Depuis quelques années, alors la méditation, ça existe depuis bien plus longtemps que ça, mais on remarque que ça arrive là en Occident. Alors, pourquoi ? Ben, peut-être que justement, ça correspond à un réel besoin de l'être humain, qui n'a plus le temps de se poser, qui est sans arrêt happé par tout un tas de stimuli. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est vraiment démocratisé là-dessus, sur la méditation. Il y a 20 ans, on passait pour un farfelu en faisant ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Je pense peut-être que c'est parce qu'on est tellement happé par tout un tas de choses qu'on se perd, qu'on se décentre, qu'on oublie de se contacter. Et puis, même dans le domaine du soin, je ne sais pas si vous connaissez Christophe André, qui est psychiatre, qui utilise la méditation avec ses patients. Je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il serait passé pour un dingue complet. Et aujourd'hui, je crois que ça correspond vraiment à un besoin, un moment de se poser et juste d'être là. En fait, on pourrait dire que ça pourrait juste être ça, une méditation quotidienne, finalement. Juste être à côté, juste être en présence de l'enfant et soutenir quelque chose de son expérience singulière en étant là, ici et maintenant. En fait, ça pourrait être juste très simple à certains moments. Ça pourrait être juste contempler cette dimension de la spirale dont je vous ai parlé. Cette spirale qui s'installe tous les jours, un peu plus, dans le corps de cet enfant, à l'image de la galaxie, à l'image de la coquille d'escargot, qui se construit tous les jours, un peu plus. Et simplement de s'émerveiller de ça. Tout comme on est capable de s'émerveiller devant une galaxie, par exemple. Eh bien, je vous souhaite de beaux moments de contemplation.